Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces hommes exceptionnels? C'est quand même finalement plus ou moins Monsieur Tout-le-Monde, un esprit de curiosité, de volonté. Personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, on pourrait sauver des enfants, notamment de la leucémie. L'histoire, la destinée de Paul Caméraire, des expériences avec des salamandres et des crapauds, le nazisme et le communisme. L'assassin de Paul Caméraire, car il y a un assassin sans le moindre doute. L'affaire Prieuré, on peut dire, monter jusqu'à l'Élysée une machine capable de guérir les tumeurs cancéreuses, et non, ça ne sort pas. Le novateur, en France particulièrement, ne parvient pas à faire admettre ces innovations. Alors Solomides est affolé, il envoie ses physiatons synthétiques, et en quelques semaines, la tumeur de son père est guérie. Beljanski va être traîné de Lyon à Paris menottes aux mains. Beljanski devient l'homme à abattre. Je combats une espèce de monstre technocratique qui s'est emparé de la France et qui finalement a confisqué la démocratie. Paul Caméraire, 1880-1926. Ce qu'il y a de tout à fait insolite avec l'histoire, la destinée de Paul Caméraire, c'est que nous avons là un scientifique qui, passionné de ses recherches, essaie de prouver un théorème, enfin une hypothèse à laquelle il croit, et donc qui est dans son univers, disons, de recherche fondamentale, d'expérience, et qui va se trouver, sans bien s'en rendre compte, par le phénomène de l'époque, entraîné, et victime d'ailleurs, de la plus formidable querelle idéologique du XXe siècle, qui est l'affrontement entre les deux grandes idéologies totalitaires, le nazisme et le communisme. Et au départ, ça paraît tout à fait hors de proportion. Quel est cet homme qui commence à avoir d'ailleurs une bonne réputation dans le milieu scientifique autrichien et international, puisque c'est un Autrichien. Et comment se fait-il qu'il fait des expériences avec des salamandres et des crapauds, et comment peut-on déboucher à partir de là, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale? C'est quelque chose qui défie l'imagination et le sens commun dès le départ. Paul Caméraire veut prouver quelque chose qui, en fait, est du domaine de l'évidence. Alors on dit, mais comment a-t-on besoin de prouver une évidence? Oui, parce que cette évidence est en fait refusée par la communauté scientifique internationale. Deuxième stupéfaction. Comment la communauté internationale peut-elle refuser ce qui est du domaine de l'évidence? Elle ne veut pas reconnaître cette évidence, elle la nie, tout simplement. Nous allons voir pourquoi. Donc, Caméraire, esprit scientifique et praticien de la science, dit, bon, moi je crois à cette évidence, je veux la prouver, il faut que j'accomplisse les expériences nécessaires. Quelle est cette évidence? Alors je vous dis tout de suite que c'est une évidence pour moi et pour quelques autres, et pour beaucoup plus de gens d'ailleurs qu'on ne croit, parce que pour certains c'est une évidence, mais ils n'osent pas le dire, parce qu'à ce moment-là, ils se heurtent au dogme scientifique. Mais cette évidence, c'est l'hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire, la question posée, est-ce que les caractères acquis par un être vivant au cours de sa vie, en tout cas de la première partie de sa vie, tant qu'il est fécond, sont transmissibles à sa descendance? Et alors, on se base sur les lois de Mendel pour dire non.
Les gènes sont immuables, ils se transmettent au fil des générations, au fil des accouplements par addition, d'une part des caractères venant de la mère et d'une autre part venant du père, et c'est le hasard, la loterie, tout ce qu'on veut, mais de toute façon, quoi qu'un individu puisse faire, il ne peut rien modifier à cela. Et Kammerer, lui, est convaincu que c'est faux, que, en fait, tous les processus d'adaptation c'est faux, que, en fait, tous les processus d'adaptation qu'un individu va développer au cours de son existence ne sont pas, certes, automatiquement transmissibles, mais que certainement, vont pouvoir se transmettre. Alors, pour le prouver, il se dit, il faut que j'utilise des espèces animales sur un certain nombre de générations, en les changeant de milieu, c'est-à-dire en les obligeant à s'adapter à de nouvelles circonstances, à un nouvel environnement, et on va voir ce qui se passe. Et il fait ses premières expériences avec des salamandres. Parce qu'il y a en Europe deux espèces de salamandres. La salamandre noire qui vit dans les Alpes, en terrain sec, qui d'une part est noire et qui a un mode de reproduction et qui fait qu'elle engendre deux rejetons entièrement formés à la naissance, qui sont des petites salamandres en réduction, et une autre salamandre, la salamandre tachetée, qui elle vit en plaine dans les milieux humides, et qui, outre son apparence physique différente, a un mode de reproduction tout à fait différent, puisque elle engendre des êtres qui ne sont pas complètement formés, beaucoup plus nombreux d'ailleurs, une douzaine environ, de têtards, qui vont achever leur formation dans les milieux humides, dans les flaques d'eau, etc., et qui ne deviendront des salamandres qu'au bout de quelques mois. Donc, il y a vraiment une espèce là, deux espèces fortement différenciées. Que fait Kammerer? Artificiellement, il recrée le milieu sec alpin dans lequel il place les salamandres tachetées qui étaient dans le milieu humide, et inversement, il prend les salamandres noires du milieu alpin, il les place dans les conditions du milieu de plaine humide, et il observe ce qui se passe. Et il se passe ce qu'il prévoyait, c'est-à-dire un phénomène d'adaptation qui fait que les salamandres noires peu à peu deviennent tachetées, et inversement, les salamandres tachetées peu à peu deviennent noires. Donc en fait, on a bien là deux espèces cousines qui ont simplement suivi deux voies adaptatives différentes. Et la même chose se reproduit pour leur descendance. C'est-à-dire que les salamandres qui sont devenues des salamandres noires vont elles aussi, au lieu d'engendrer des têtards, engendrer deux petites salamandres complètement formées, et inversement, les autres vont s'adapter au milieu humide et engendrer des têtards et non pas des salamandres formées. Bon, alors ça, ce n'est que la première étape de l'expérience. Là, on peut dire, bon, nous sommes dans le phénomène d'adaptation. Et Kammerer se dit, bon, est-ce que maintenant, ces nouvelles caractéristiques de l'espèce vont se transmettre à la descendance, puisque c'est là la grande question, et c'est la négation qui est faite par une mauvaise compréhension, à mon avis, de Ewan Mandel. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se reproduire? Et effectivement, alors il fait l'expérience, je crois, sur une quarantaine de couples de salamandres, et il va obtenir, sur quelques couples, pas sur tous, bien entendu, mais il va obtenir effectivement une transmission héréditaire de ces caractères qui sont manifestement des caractères acquis. Et il se dit, ça y est, j'ai fait la preuve que les caractères acquis pouvaient se transmettre héréditairement. J'abrège parce qu'en fait, il a fait des expériences pendant des années, y compris sur d'autres espèces, sur des espèces de crapauds, sur d'autres... Bon. Ça a été très bien exposé et résumé dans le livre d'Arthur Koestler, Les craintes du crapaud, où il raconte toute l'histoire de Kammerer. Kammerer, à ce moment-là, se tourne dans la communauté internationale, convaincu que, naturellement, on va accepter ces preuves et que c'est un bouleversement fantastique, puisqu'on va complètement laisser tomber le dogme de la non-hérédité des caractères acquis. Et alors, pas du tout. Non seulement la communauté internationale ne veut pas reconnaître les preuves de Kammerer, mais il faut pouvoir le discréditer, il faut pouvoir dire c'est faux, il a triché.
Et on accuse Kammerer d'avoir triché, que ses expériences sont en réalité des trucages et qu'il n'a jamais obtenu cela. Et alors il y a toute une manipulation, toute une machination, on peut dire, et notamment sur les spécimens que Kammerer tient à la disposition des savants, et qui sont dérobés, qui sont mis dans des conditions telles qu'on puisse dire mais non, vous voyez, c'est pas fiable, etc. Enfin bon. Et Kammerer se trouve dans une situation, alors naturellement extrêmement pénible tout d'abord, puisque c'est un scientifique naturellement honnête qui, avec une patience extraordinaire, a mené ses expériences, que personne d'autre n'a faite et ne veut refaire, y compris aujourd'hui, c'est tout de même intéressant à signaler. Non, non, on rejette et il n'est pas question de recommencer. Mais il y a tout de même des gens qui croient à ces preuves de Kammerer, et c'est là où on va entrer dans la grande querelle idéologique, parce que les deux idéologies en concurrence vont en quelque sorte écarteler Kammerer, les uns vont vouloir l'accaparer, les autres au contraire le condamner. Pourquoi? Eh bien, il est évident que s'il est prouvé que les caractères acquis peuvent devenir héréditaires, l'idéologie nazie qui repose non seulement sur la race supérieure, mais bien entendu sur l'éternité des supériorités. Ces supériorités sont définitives, rien ne peut les changer. La preuve de Kammerer fiche tout par terre. Et de l'autre côté, les communistes, alors à tort, parce que c'est une mauvaise interprétation, mais ils pensent que la découverte de Kammerer sert leur idéologie, en partant du raisonnement suivant: à partir du moment où les caractères acquis peuvent se transmettre, il suffit d'organiser l'éducation socialiste des masses, et tout le monde va devenir aussi intelligent que les plus intelligents, aussi fort que les plus forts, aussi... Bon, c'est évident. Mettons un bébé chameau qui arrive avec des genoux normaux, ne pense rien, et qui va sans arrêt se mettre à genoux, il va développer les callosités protectrices. Mais ce qui est très curieux, c'est que les chameaux d'aujourd'hui naissent avec ces callosités à leurs genoux. Ils n'ont pas pu les acquérir en tombant à genoux, ils ne sont jamais tombés à genoux. Donc, un nombre X de générations de chameaux leur a transmis ces caractères qui sont manifestement les caractères acquis, puisqu'ils ont été acquis à force de se mettre à genoux. Bonjour à tous. Là, vous venez d'entendre l'écrivain Pierre Lance qui nous parle de son livre intitulé Savant maudit, chercheurs exclus, où il nous parle de tous ces chercheurs qui ont été censurés par la médecine officielle ou la science officielle. Le titre de son livre, pour ceux qui voudraient se l'acquérir, c'est Savant maudit, chercheurs exclus, de Pierre Lance. Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, je vous parlais du darwinisme, l'évolution des espèces selon Dieu. Dans sa théorie de l'évolution, Darwin nous avait tout simplement permis de comprendre que le programme contenu dans notre ADN pouvait être complété par de nouvelles séquences génétiques qui viennent s'y intégrer en apportant de nouvelles caractéristiques physiques à notre corps. En fonction de l'environnement où nous vivons et surtout du climat sous lequel nous vivons, notre organisme s'adaptera à toutes ces nouvelles données. Et à chaque fois que nous quitterons le milieu dans lequel nous vivions et que nous en retrouvions un autre avec d'autres spécificités géologiques et climatiques, notre organisme s'y adaptera en fabriquant de nouvelles séquences génétiques qui s'enregistreront dans le programme de notre ADN. Bon, c'est un peu ça que Pierre Lance essaie de nous dire. La science officielle a refusé d'admettre ce que je suis en train de vous dire. Et c'est en pensant à ces nouvelles séquences génétiques qui s'intègrent dans la théorie de l'évolution des espèces qu'un biologiste autrichien, Paul Kammerer, né à Vienne le 17 août 1880, se lancera au début du siècle dans une série d'expériences assez captivantes sur l'hérédité des caractères acquis. L'organisme adapterait certains de ses comportements en fonction des données qu'il recevrait de l'environnement immédiat. Et en agissant ainsi, il reprogramme de nouvelles séquences génétiques qui se fixeront définitivement dans son ADN. Une fois enregistrées dans le génome, ces caractéristiques physiologiques nées de l'adaptation se transmettront aux futures générations. Bon, maintenant, laissons parler Pierre Lance qui, dans son livre Savant maudit et chercheurs exclus, relate une expérience qui apporta la preuve de l'existence des caractères acquis. Un passage qui fut lui-même puisé dans le livre d'Arthur Koestler,
consacré à Paul Kammerer, hein, édité sous le titre de L'étreinte du crapaud chez Kalman Levy en 1972. Bon, là, je vous cite, hein, je vous lis par exemple. Pardon. Mais ça a été dit un peu dans la vidéo. Hein. Il existe en Europe deux espèces de salamandres, hein, ces amphibiens à longue queue, à tête de triton, hein, Salamandra atra noire, qui habite les Alpes, et Salamandra maculosa, qui est tachetée, vous savez, la jaune et noire, qui préfère les plaines, elle. Une ou deux fois par an, la femelle de Salamandra maculosa, celle qui est tachetée, donne naissance à des larves dont le nombre varie entre 10 et 15, qu'elle dépose dans l'eau. Ces larves sont des têtards munis de branchies qui ne perdent avec les autres attributs de têtards qu'au bout de plusieurs mois hein, pour se métamorphoser en salamandre. Quant à l'espèce alpine, hein, qui vient des Alpes, au contraire, elle met bas en terrain sec deux petits seulement qui sont déjà des salamandres bien formés. Hein. Le stade larvaire s'achevant dans l'utérus. Essentiellement, l'expérience de Kammerer consista à élever des salamandres tachetées dans un climat artificiel alpin, froid et sec, et vice-versa des salamandres alpines dans un climat de vallée chaude et humide. Les résultats publiés en 1904 et 1907 dans les archives Führungskunstmechanik et dans Zerntragblatt, Four, c'est l'autrichien, hein, physiologie montrèrent, selon l'auteur, une inversion complète et héréditaire des caractères reproductifs. Hein. La salamandre tachetée des plaines, hein, qui a été transportée dans un climat de montagne sans rivière pour y déposer sa portée, finira par donner naissance, après plusieurs portées avortées, à deux salamandres pleinement développées, comme le fait habituellement la salamandre alpine. Quant à cette dernière, transportée dans un climat chaud et humide, elle déposa ses petits dans l'eau. Hein. Ces petits étaient des têtards qui, à la longue, naquirent de plus en plus nombreux. Hein. La seconde étape critique de l'expérience consistait à amener à maturité ces spécimens nés anormalement, à les faire s'accouper et à voir si la seconde génération manifestait qu'elle avait hérité du comportement reproductif anormal de ses parents. Il faudra attendre plusieurs années, hein. Ayant commencé au début de l'année 1903 avec un cheptel de 40 salamandres, hein, des deux sexes nés anormalement, hein, Paul Kammerer aura la satisfaction en 1906 et 1907 d'assister à la naissance de 6 portées, 4 du type tacheté et 2 du type alpin, hein, et toutes manifestaient à des degrés variables l'inversion artificielle, artificiellement provoquée. Hein. Oui, comme vous voyez, comme je le dis souvent, on acquiert des séquences, en fonction du climat et de l'endroit où on se trouve, on acquiert de nouvelles séquences génétiques qui vont s'enregistrer dans notre ADN et qui par la suite seront transmises aux futures générations. Ça, la science refuse de l'admettre. Hein. Elle ne peut pas accepter que... Parce qu'elle se base que sur la génétique de Mendel, hein, qui dit que la seule génétique que nous connaissons, c'est celle qui est transmise par les parents. Celle qui est transmise par les caractères acquis ne les intéresse pas. Par exemple, l'expérience de salamandre montre bien qu'il y a eu un transfert, une modification génétique au niveau des salamandres. Parce que par exemple, les Kammerer avaient fait élever des salamandres tachetées dans un climat artificiel alpin. Et au bout de plusieurs portées, ces salamandres tachetées donneront naissance à des salamandres noires. Et vice-versa. Lorsque ces salamandres, certaines des salamandres dites noires, ont été déposées dans un climat de montagne sans rivière, là on voit bien que le changement de milieu a modifié certains aspects génétiques de la salamandre. Et ces modifications seront comme des séquences génétiques qui vont s'intégrer dans l'ADN de la salamandre, qui, si l'expérience continuait, donnera naissance qu'à des salamandres tachetées, hein, puisqu'elle a été déplacée de son milieu d'origine pour être élevée dans un milieu alpin. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je l'ai faite pour un peu confirmer ce que je disais dans ma précédente vidéo.
C'est-à-dire que certaines séquences génétiques sont transmises en fonction de notre adaptation à certains milieux et climats. Et bon, la science refuse cette vision des choses, pour elle, la génétique ne se trouve que dans l'homme et la femme, hein, dans les chromosomes que l'homme donne et ceux que la femme donne. Et en aucune manière, les caractères acquis ne peuvent exister, hein. Par exemple, un homme qui passe son temps à grimper dans les arbres ne va pas acquérir un caractère. Il n'aura pas une aptitude, il ne va pas transmettre à ses enfants une aptitude qui lui permette de monter dans les arbres, alors que non. Par exemple, la personne qui grimpe souvent les arbres aura des mains beaucoup plus fortes. Et cette séquence génétique sera enregistrée et intégrée dans l'ADN de la personne. Lorsqu'il donnera naissance à un enfant, son enfant naîtra avec des mains un peu plus développées. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.